Élodie pour ton intervention. La suite est donnée à Chris, mais qui est Chris ? Déroulons rapidement le fil rouge de ce jeune homme, entrepreneur optimiste et porteur de sens, aux multiples engagements. Fruit de l'enseignement catholique, ch'ti diplômé de l'ITEM. Chris est jeune, joyeux, ambitieux, engagé et profondément sincère. Son imagination est sa seule limite, sa créativité est partagée. Acteur et veilleur d'un monde qui change, Chris est source d'une véritable énergie vitale dans laquelle il s'exprime et vit ses valeurs. Il fait le pari de la confiance en l'autre de manière gratuite et bienveillante. Il a toujours su qu'il voulait créer son entreprise dans le social business. Son appétit de rencontre et d'apprendre, sa curiosité, ses valeurs fondatrices le mènent naturellement vers le domaine de la responsabilité sociétale de l'entreprise et de l'économie responsable. Lauréat de la première édition du Tour Ticket for Change en 2014, il se dit déclencheur d'énergie du changement. L'objectif de ce Tour de France de jeunes entrepreneurs est d'activer les talents et les réseaux. Et du réseau, il en a, connecté à son environnement, son ordinateur et la mémoire de ses rencontres et de sa connaissance. Il lance une agence créative et innovante, Tridé, la troisième révolution des idées, spécialisée sur les nouveaux usages de l'impression 3D et de la fabrication numérique, en portant notamment le projet Toucher pour voir, liant handicap visuel et impression 3D. Chris est guidé par la conviction que l'émancipation de l'individu passe par l'expérimentation de l'action. L'acte de fabriquer est au cœur du processus d'affranchissement de l'individu, car il a le pouvoir de donner vie à ses idées. Depuis 2015, il développe le projet Trésorium dans le domaine de l'éducation créative et numérique. La mission de cette nouvelle entreprise sociale est d'accompagner les structures éducatives à mettre en place des espaces de libération et de fabrication des idées, avec une pédagogie ludique par le faire et le levier du numérique. Son credo, donner de la perspective aux idées et du sens aux pensées. À cet instant, je ne doute pas que votre esprit est en ébullition, la sensation d'avoir le cerveau retourné. Chris n'a pas 30 ans et une impression qu'il a déjà vécu de multiples vies. Je lui laisse l'espace pour qu'il puisse nous interpeller, vous bousculer et faire du bien à vos idées. Merci d'accueillir Chris Delepierre. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous avez la zapette aussi ? Ça m'intéresse. Hop, tac. Bonjour à toutes et tous. En tout cas, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que je viens de Lille et aujourd'hui, je vais vous parler d'écoles créatives et numériques et également la pensée maker et les technologies du numérique au service des générations futures. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une renversante année 2018. Il est encore temps de souhaiter les vœux et je remercie également Véronique et Laurence que j'ai pu rencontrer en début d'année qui m'ont permis d'être là aujourd'hui parmi vous. Alors je suis comme le facteur cheval, j'ai rassemblé des cailloux dans mon sac pour en donner une perspective de par mon parcours d'entrepreneur et aujourd'hui mon objectif c'est surtout de vous donner cette nouvelle perspective d'avenir par rapport au nouveau modèle éducatif et notamment par rapport à l'évolution de la société. Alors je suis ch'ti, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur optimiste, porteur de sens comme l'a dit Véronique, et c'est vrai que je suis un digne représentant de la génération Y, la génération Y, pourquoi ? Qui remettent en cause les institutions et notamment l'école
Parce que c'est vrai que je recherche une vie cohérente et unifiée, et c'est vrai que quand on ne sent pas le sens, la vision, etc., forcément, on remet en cause les modèles. Alors souvent, je dis que je suis le fils caché ch'ti de Steve Jobs et de Mère Teresa. Steve Jobs, papa, parce que j'ai commencé dans un garage en imprimant une Vénus de Milo, je vous en raconterai un peu tout à l'heure, donc les nouvelles technologies, c'est ce qui m'intéresse, et également de lier, en tout cas d'avoir une vie unifiée, une vie cohérente, une vie d'amour finalement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans un lycée, un ensemble scolaire lassalien aussi, sous le haut patronage de Jean-Baptiste de Lassalle, et donc de cultiver au fur et à mesure ces valeurs dans mon parcours professionnel. Alors voilà, je suis multi-entrepreneur, là vous avez un panel de projets, j'aurai pas le temps forcément de vous en parler aujourd'hui, professionnel, associatif, éducatif et spirituel. Et c'est ce que j'appelle, en tout cas je me définis comme un slasher. Un slasher, c'est un individu qui a plusieurs vies à la fois. Mon grand-père a eu un métier toute sa vie dans la même entreprise. Mon père a eu peut-être plusieurs emplois tout au long de sa vie. Et moi, j'ai 7 emplois, mais à la fois, dans la même semaine. La bonne nouvelle que je suis aussi venu vous apporter, c'est que demain est déjà là. Et qu'il y a des conspirateurs positifs, des change makers, comme on dit, des entrepreneurs du changement, qui imaginent demain à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux. Ce sont des audacieux qui pensent que les tumultes du temps, et on entend beaucoup parler dans les médias de crise, mais que ce n'est pas forcément le signe d'une tempête qui passe, mais plutôt les signes d'un changement de civilisation qui s'installe. Et la bonne nouvelle, c'est que même si un autre monde est peut-être possible, un nouveau regard sur le monde est déjà là, et on l'a évoqué, les générations Z sont déjà là, dans vos classes et même bientôt de futurs professeurs génération Z. Alors c'est vrai, les digital natives, on l'a évoqué avec Elodie, c'est vrai qu'il y a un risque que je perçois d'asservissement, de zapping, un peu que le portable devienne une machine à sous finalement, et que ça consomme finalement notre attention, et c'est toute une question liée à l'économie de l'attention avec les GAFAM, ces applis qui nous volent le temps. Et c'est vrai que généralement, chez les plus anciennes générations, en tout cas, il y a un fantasme aussi par rapport aux jeunes. On pense que comme ils sont digital natives, ce sont des utilisateurs parfaits du numérique, et que comme ils sont biberonnés au numérique, ils ont un vrai savoir-faire. Or, qui dit usage ne dit pas forcément maîtrise et compréhension des enjeux du numérique derrière cela. Et un de nos gros enjeux, en tout cas chez Trésorium, mais plus largement dans ce qu'on peut porter, c'est comment on peut permettre aux enfants et aux jeunes de passer de consommateurs passifs devant les écrans, les tablettes ou les jeux vidéo, mais en les transformant en étant vraiment des entrepreneurs, des acteurs de ce monde, parce que ça donne aussi des super pouvoirs, et donc le pari de ne pas faire contre, mais avec, mais de façon intelligente. Alors c'est vrai que le numérique crée aussi un monde fragmenté, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on passe d'une vie linéaire, l'école, puis ensuite le travail et ensuite la retraite, à une vie qu'on appelle fractale, c'est-à-dire que tout se mélange, et même, je dirais, dans nos étapes de vie, eh ben, on va devoir justement passer par des étapes, on va se former continuellement, partir en vacances continuellement, mais aussi, je dirais, travailler continuellement, mais de façon beaucoup plus fractale. Alors c'est vrai qu'on a aussi des identités multiples, une identité numérique, une identité nationale, et puis le rapport au temps évolue, et c'est vrai que même au travail, nous on le voit aussi même chez nous, dans nos startups, on fait à la fois un peu de période de loisirs et puis des périodes de travail, et puis tout se mélange finalement, il y a une confusion des temps qui s'installe. Alors une question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que nos enfants vont-ils vivre dans un monde meilleur ou pire? Alors ceux qui pensent que meilleur, levez la main. Voilà. Ok, 50%. Et ceux qui pensent que ça va être un monde pire? Ah oui, il y en a quelques-uns quand même. Alors, vous avez tous les deux raison, parce qu'en fait, on va vers un monde chaotique, et que le monde va de mieux en mieux, mais va aussi de plus en plus mal, mais surtout de plus en plus vite. Et donc je dirais que ce n'est pas une réponse unique à apporter. En tout cas, on parle de monde de plus en plus complexe. Et complexe, ça vient du latin complexus, qui veut dire tisser des liens.
Et c'est vrai que la semaine dernière, on faisait les cérémonies des vœux d'une fédération d'associations dans le médico-social. Et pour montrer cette complexité, on avait fait ce jeu de pelote de laine pour justement matérialiser les liens qui se créent entre les individus. Et donc vraiment, cet aspect numérique, finalement, c'est que le numérique facilite l'échange et la mise en lien des personnes. Et moi, je prends souvent la métaphore de l'eau pour expliquer ces transitions. C'est-à-dire l'eau, c'est une surface mobile, instable, qui se reconfigure en permanence, en changement perpétuel. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de société fluide, d'une société plus précaire, plus agile, plus fluide. Et donc, voilà, retenez à l'idée cette notion de liquide, de fluide pour la suite de la présentation. Et le numérique, comme on dit, il fluidifie les échanges. On parle d'une technologie de la relation. On parle de NTIC, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. C'est avant tout une technologie de la relation, avec cette métaphore de passer de la pyramide au réseau, de l'institution solide à un réseau de collectifs, de communautés distribuées. Et face à cette complexité, finalement, il nous faut réinventer les formes. C'est-à-dire que la pyramide, c'était bien, mais pour un modèle qui était assez simple à gérer. Face à cette complexité, il nous faut des nouvelles formes, et notamment des formes plus en réseau, qui est plus adaptée par rapport à cette complexité. Alors, par exemple, un exemple sur le financement, le financement participatif, le crowdfunding, faire appel à la foule. Nous, on a eu la chance d'en mener un pour le projet Toucher pour voir, que vous a un peu évoqué Véronique, sur comment l'impression 3D peut être au service des personnes déficientes visuelles et aveugles pour l'accessibilité. Et c'est vrai qu'on a pu justement collecter à peu près 13 000 € en 45 jours. Et peut-être que dans vos établissements, ça peut vous donner des idées aussi pour mobiliser autour de projets fédérateurs un cofinancement, parce que les gens, quand ils participent, ils peuvent dire « j'y étais, j'ai participé », et donc ça crée un attachement également avec votre projet. On parle également de tiers-lieux. Les tiers-lieux, ce sont ces lieux de rencontres improbables. C'est à la fois mi-maison, des lieux hybrides, à la fois maison, à la fois atelier, à la fois lieu de travail. On parle, voilà, dans ces tiers-lieux, notamment encouragés par le numérique, d'ouverture, des lieux ouverts sur le monde. Et notamment à Lille, on a eu la chance de créer le comptoir de Cana, qui est un tiers-lieu d'église, ce que j'appelle l'église liquide. C'est une matérialisation, un bar associatif et solidaire tenu par une communauté de chrétiens, et un lieu de rencontre improbable ouvert sur les périphéries. Et si vous passez à Lille, je vous invite à passer au comptoir. J'y sers le samedi soir. On parle de coworking également, et là c'est les tiers-lieux de travail. Et là c'est un exemple, un collège à Tourcoing, un collège public Mendes France, qui a monté au sein même de son collège un espace un peu hybride, coworking, qui est ouvert aussi à l'extérieur et qui permet aux élèves, voilà, de travailler sur leurs projets. Et donc voilà, le coworking arrive également, en tout cas dans les établissements scolaires. Pour revenir sur des aspects plus macro, on parle de robotisation de la société, on l'a évoqué quelques chiffres, X% de métiers demain pourraient être automatisés. La question, c'est qu'est-ce qui fera la valeur ajoutée humaine demain face à l'intelligence artificielle et face aux robots. Et c'est vrai que des chercheurs ou des chefs d'entreprise comme Laurent Alexandre, par exemple, nous alertent et nous disent que les enfants demain vont être laminés par l'intelligence artificielle si on ne cultive pas finalement leur créativité. D'où cette notion, finalement, la créativité, le capital du 21e siècle pour les entreprises, l'or noir, finalement, du 21e siècle. Et on passe vers une économie qu'on dit créative, c'est-à-dire une économie à la base qui était fondée sur l'efficacité productive, c'est-à-dire il fallait le taylorisme, il fallait produire plus possible, le plus efficacement possible, à une économie centrée sur l'intensité créative. Demain, la force des entreprises, en tout cas de certaines, ce seront justement le potentiel de générer de nouvelles idées, de s'adapter et d'être créatives. Alors forcément, les chiffres diffèrent selon les intervenants. Moi, je prends celui du département américain. 65% des écoliers actuels n'exerceront un métier qui n'existe pas forcément encore. D'où cette question, là, quels sont les métiers du futur? Alors c'est vrai qu'on parle par exemple de Fab Lab Manager, j'y reviendrai, d'Export Manager, de facilitateur, d'e-sportif, de slitcher, en tout cas des termes assez improbables. Par exemple, le creative technology, ça c'est un métier que j'aime bien, c'est comment on lie justement la technologie avec des opérations créatives de marketing, de communication, notamment en entreprise. Et ce que je remarque, ce sont des métiers très hybrides en fait. On ne réinvente pas l'eau chaude, généralement on mixe
différents univers qui existaient, par exemple un médecin artiste, ou par exemple un cuisinier qui est peintre. Et par exemple, je vois apparaître des métiers comme consultant dessinateur en entreprise. C'est quelqu'un qui va comprendre les idées et les dessiner en direct pour donner une vision visuelle d'une manifestation, par exemple. Alors voilà, on parle de l'avènement des Léonard. C'est vrai que si on prend la métaphore de Léonard de Vinci, à l'époque de la Renaissance, c'était un multipotentiel, à la fois médecin, à la fois inventeur, à la fois architecte, à la fois artiste, et de justement hybrider ces vocations. Et c'est vrai que les jeunes ont accès maintenant à plein de connaissances, ils peuvent se former sur plein de sujets avec les tutos YouTube, etc. Et donc ils ont la possibilité aussi de cultiver plusieurs talents. Mohamed Younous, qui est prix Nobel de la paix, certainement vous le connaissez, qui vient du Bangladesh, nous dit qu'il est jaloux des nouvelles générations. Pourquoi ? Parce que les nouvelles générations ont des super pouvoirs, notamment grâce au numérique, et que si on utilise cette créativité et ces super pouvoirs, on peut totalement redesigner le système. Ma question, c'est de dire, certes, ils ont des super pouvoirs maintenant, mais comment on révèle leur super puissance ? C'est-à-dire il y a le pouvoir, mais aussi la puissance intérieure, c'est-à-dire son potentiel d'inventivité, de créativité et d'imagination. Et c'est vrai que ces nouvelles technologies se démocratisent. Là, je prends l'exemple de l'impression 3D. Ça coûte maintenant moins de 500 €. Les jeunes maintenant sont équipés de smartphones, de tablettes, etc. Et donc je dirais que c'est beaucoup moins un frein. Et nous, en 2 heures par exemple, un enfant a compris comment il modélise en 3D une pièce et il l'imprime. Donc je dirais que c'est une démocratisation à la fois en prix, mais aussi en usage de ces nouvelles technologies. Et ça, c'est la révolution du do-it-yourself, on dit de le faire soi-même. On parle du mouvement des makers. Les makers, ce sont ceux qui font. On l'a évoqué, Elodie, tout à l'heure, cette volonté finalement, cette douocratie, comme on dit. Celui qui est légitime, c'est celui qui fait. Et les makers sont symboliques de cette mouvance. Alors les makers ont toujours existé. C'est aussi un état d'esprit, c'est aussi l'esprit de bricolage. On a évoqué MacGyver, par exemple. Mais c'est surtout la grande promesse du mouvement maker, c'est de dire que n'importe qui peut fabriquer presque n'importe quoi maintenant grâce à l'accès à ces nouvelles technologies. Et il y a un développement de ce qu'on appelle les Maker Faire, notamment la prochaine qui aura lieu à Lille, si vous êtes dans le coin aussi, du 9 au 11 février, qui est la grande fête de tous les makers, où le vendredi, par exemple, il va y avoir 2000 enfants qui vont passer, où pour moi, la grande sensibilité par rapport à ce mouvement, c'est dans l'éducation, où il y a un grand enjeu pour, je dirais, éduquer les jeunes par rapport à ces nouvelles pratiques. Alors le Fab Lab, je l'ai évoqué, un tiers-lieu de fabrication numérique, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est juste un atelier de fabrication collaboratif. Un tiers-lieu où une communauté se rassemble ensemble pour réaliser des projets, tout simplement. C'est quoi les ingrédients ? À la fois du matériel de bricolage et aussi des machines à commande numérique, comme des imprimantes 3D ou des découpeuses laser, par exemple, mais qui est mutualisé. Mais également, ce n'est pas qu'une question d'outils technologiques, c'est avant tout une question de communauté ouverte, d'échange, et ces lieux sont interconnectés avec une communauté mondiale qui vont, par exemple, échanger les plans en ce qu'on dit open source, c'est-à-dire de façon libre et généralement gratuite. Alors je vous ai mis quelques photos, si vous ne connaissez pas, des cartes électroniques libres, des imprimantes 3D, des découpeuses vinyles, des stylos 3D, etc. etc. Bon, il y a plein d'équipements possibles et inimaginables. Et c'est vrai que d'expérience, quand on crée par soi-même son objet, généralement on a la fierté de créer. Et ce qui revient souvent, c'est cette phrase, c'est moi qui l'ai fait, ou l'effet qui est Ikea, quand on a construit son meuble, on est content et ça crée un attachement aussi avec le produit. En tout cas, pour moi, cette accessibilité, Véronique parlait d'affranchissement de l'individu, moi je parle d'émancipation de l'individu, d'empowerment créatif, c'est-à-dire que quand j'ai pu imprimer cette Vénus de Milo dans mon garage par moi-même, finalement ça m'a ouvert un champ des possibles parce que je me suis dit que je pouvais fabriquer potentiellement presque n'importe quoi à portée de clic. Je l'ai juste téléchargé, cette Vénus de Milo, en open source, gratuitement sur mon ordinateur, comme un MP3, et puis je l'ai imprimé directement en cliquant sur print. Et donc je dirais que ça libère la créativité de l'individu, et le pari, c'est de dire comment on peut donner cette envie et du moins ces possibilités à nos jeunes générations.
C'est pour ça qu'on parle des Next Léonard, hein, comment finalement, la question à se poser, comment on peut révéler des petits Léonard de Vinci dans notre monde qui est aussi en pleine renaissance. Alors, pour revenir aux enjeux de l'éducation, Jeremy Rifkin, hein, qui est un apôtre de la troisième révolution industrielle, un économiste mondialement reconnu, nous dit que finalement, l'enjeu de l'éducation, c'est de transmettre la conscience d'une époque. Une époque voilà, en pleine mutation, et ça c'est se questionner sur est-ce que le modèle éducatif actuel, ou du moins la nature des cours, etc., est-ce qu'on transmet bien justement, est-ce qu'on forme les nouvelles générations à cette transition socio-écologique notamment. Et voilà, la question c'est ne plus se former au monde d'hier, mais bien à celui de demain, et surtout à essayer de désapprendre par rapport à nos anciens paradigmes, à nos anciennes visions du monde notamment. Alors voilà, là, je vous ai mis une petite photo, hein, mais c'est vrai que quand je questionne généralement le grand public, la vision de l'école est généralement un système qui a peu évolué depuis Jules Ferry. Là, c'est la classe pupitre, hein, qu'on connaît tous, avec un savoir forcément descendant, et on l'a évoqué, le rôle du sachant. La question, c'est comment justement on passe de cette école solide à cette école plus fluide, plus liquide, plus justement décloisonnée. Alors des exemples, hein, de passer finalement de l'apprentissage à l'apprenance. L'apprenance, c'est le fait d'apprendre à apprendre, le fait justement d'avoir ce plaisir d'apprendre et d'expérimenter, notamment avec d'autres. Finalement, c'est aussi penser l'école dans sa globalité, notamment pas forcément dans les murs de l'école, mais aussi hors les murs, et de comment justement l'enfant apprend chez lui, sur Internet, sur les réseaux, etc. etc. Et c'est vrai qu'il passe aussi une partie de son temps à l'extérieur de l'école. C'est aussi valoriser l'apprentissage informel. C'est vrai qu'on parle beaucoup à l'école de l'apprentissage formalisé, mais comment justement on travaille un apprentissage beaucoup plus fluide, et notamment de façon beaucoup plus informelle par l'expérimentation. Comment justement on repense la place du professeur, qu'il n'est plus un maître autoritaire, mais surtout dans la communauté éducative, une partie prenante qui va faciliter la transmission et l'accès au savoir, l'esprit critique notamment, et comment ce savoir devient finalement distribué, notamment grâce au numérique. Alors dans le mouvement Makers appliqué à l'éducation, on parle de STEAM, notamment c'est aux États-Unis, hein. On parle de sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Et un des enjeux, c'est justement dans chacun des cours, etc., c'est de retrouver ces notions. C'est-à-dire de ne pas avoir une éducation matière par matière, d'un côté il y a l'histoire, de l'autre côté il y a les maths, mais au contraire d'avoir des expériences qui hybrident le plus possible finalement ces notions liées à l'ingénierie, liées à l'artistique, liées à des matières plus littéraires et liées à des matières plus d'ingénieurs. De réconcilier finalement la tête, le cœur et le corps. Donc le mouvement Makers appliqué à l'éducation, ça commence à arriver également, en tout cas c'est des signaux faibles que je perçois. C'est vrai que dans l'éducation supérieure, notamment en école d'ingénieurs, on commence à avoir dans chaque école un Fab Lab, mais plus largement, notamment dans les collèges, ça commence aussi à arriver. Là, c'est par exemple un collège à Suresnes, Émile Zola, où j'ai vu qu'il y a un Fab Lab qui se montait, ou plus largement à l'international au Québec, où au niveau du Canada en général, ils sont assez en avance. Et là, le collège Beaubois a monté vraiment un Fab Lab assez complet au sein même de son établissement. En tout cas, ça nous questionne sur quelles sont les compétences du XXIe siècle à cultiver par rapport à nos enfants. Il y a des nouveaux guides, hein, des référentiels qui existent. Là, c'est un référentiel de Margarida Romero qui parle justement de compétences liées à la collaboration, liées à la créativité, liées à cet esprit critique par rapport à l'information et liées aussi au design, c'est-à-dire à cette capacité à résoudre des problèmes qui nous arrivent pour pouvoir justement résoudre de façon créative les problèmes. Donc c'est comment on imagine finalement par rapport au numérique les usages créatifs du numérique. Vous voulez prendre une photo, madame ? Vous pouvez, hein. Allez-y, profitez-en. Je vous enverrai la présentation, donc vous inquiétez pas. Ça vous oblige à suivre. Mais en tout cas, tout ça, ça nous a amené finalement à monter avec Hélène, hein, qui viendra tout à l'heure, à monter Trésorium justement, comment on peut donner à nos enfants les clés du monde de demain, notamment pour en faire des adultes plus créatifs, plus responsables et plus éclairés.
ou avec le parti pris, finalement, on parlait de perles tout à l'heure, mais que nous sommes tous des trésors dans des poteries sans valeur. Et tout l'enjeu, finalement, c'est de partir du principe qu'on a tous en nous ce potentiel de créativité, d'inventivité, ce trésor intérieur, finalement, qu'il faut révéler. Donc notre mission, c'est justement de développer la créativité et l'inventivité des enfants, avec une pédagogie, comme on a dit, récréative, tout simplement. Comment on crée des pédagogies à la fois récréatives, avec du jeu, à la fois où l'enfant est acteur de son enseignement, et à la fois qui développe la créativité. Alors ça, dans le monde économique, on parle aussi d'experience economy, c'est comment on crée des expériences, notamment en magasin, par exemple. Nous, c'est comment, au sein même de l'école, on crée des expériences qu'on appelle d'innovation, à la fois innovantes et passionnantes, où les enfants vont s'amuser, vont apprendre, où il va y avoir finalement de la création de la joie et du fun dont on va ressentir l'énergie. Où finalement l'enfant va passer à la fois dans un atelier sur des postures de designer, d'artiste et d'ingénieur selon le temps de l'atelier. Là, je vous mets quelques photos. Là, c'est des enfants qui modélisent en 3D un objet, qui l'impriment, qui le bidouillent, qui le présentent. Et ensuite, je dirais, on travaille sur des badges numériques. Les badges, ça permet notamment de gamifier l'expérience et les enfants sont super fiers quand ils ont des badges de compétences. La notion de badge, ça permet aussi de fluidifier l'évaluation. Où avant, on met toujours des notes. Nous, on travaille beaucoup par badge de compétences. Et ça permet notamment pour les jeunes de gamifier, comme on dit, de rendre ludique les enseignements. Alors voilà, les enfants adorent. Enfin, voilà, je vous ai mis quelques verbatim. Là, c'est plutôt des enfants de primaire, par exemple. En tout cas, voilà, nous, notre mission, c'est, comme l'a dit Véronique, c'est d'accompagner donc les structures éducatives en général à mettre en place, à accélérer finalement le développement de ces activités. Et nous, ce qu'on développe, c'est des outils pédagogiques, des fiches, le bon matériel et de la magie également, pour pouvoir créer. Alors, on n'appelle pas ça Fab Lab, on appelle ça soit makerspace, soit espace de libération et de fabrication des idées, finalement, pour créer ces nouveaux espaces en magasin. Et donc finalement, alors on a cité Maxime Le Forestier tout à l'heure, un autre chanteur, Johnny, finalement, notre métier, c'est comment on donne l'envie d'avoir envie aux responsables éducatifs, mais plus largement aux enfants et aux jeunes, de se lancer finalement dans ce mouvement. Alors mes conseils, pour on va dire conclure, parce que je sais que ça passe rapidement, ce temps, à la fois penser votre école comme un écosystème. Et finalement, un des enjeux, c'est l'ouverture, en tout cas au XXIe siècle, c'est ouvrir les portes de votre école connectée à votre écosystème territorial local, villes, entreprises, régions, associations locales, communautés de quartier, par exemple. Que finalement, le numérique, c'est pas qu'une question technologique, c'est surtout une question de une culture de la collaboration. Et donc, au lieu d'investir largement dans des équipements, mon conseil, c'est d'investir plutôt dans la formation et dans les hommes, finalement, et privilégier plutôt des équipements qui sont modulables, qui ne coûtent pas très cher parce qu'il y a une obsolescence dans la technologie très rapide. Donc, essayez de privilégier des petits outils qui permettent d'expérimenter le numérique avec vos élèves, sans forcément y investir trop d'argent. C'est que votre responsabilité en tant que dirigeant et en tant que chef d'établissement, pour changer la culture, on ne peut pas imposer aux gens de collaborer. C'est impossible finalement d'obliger les gens à créer une intelligence collective. Par contre, on peut créer un cadre, un périmètre, on va dire sécurisé, un espace, à la fois un espace-temps au sein de l'établissement pour expérimenter ces nouvelles pratiques finalement de collaboration au sein même de l'établissement. Collaborer avec vos élèves, ça également, c'est comment, les meilleures réponses par rapport à leurs besoins, c'est en questionnant les jeunes et en les intégrant le plus possible dans la création des projets. Et puis finalement, c'est-à-dire que plus on fluidifie les formes, donc je vous ai évoqué la société fluide, plus il faut solidifier le fond. C'est-à-dire la vision, le projet éducatif de l'établissement. Et je dirais que plus l'ensemble de votre communauté éducative aura conscience de la vision que vous portez, de votre raison d'être et d'agir, plus vous pourrez justement fluidifier les formes parce que le fond sera présent. Et un de mes rêves, notamment par rapport à l'école, c'est justement de créer des cours de futur aux côtés des cours d'histoire. C'est vrai qu'on enseigne, l'histoire, mais est-ce qu'on enseigne aux nouvelles générations finalement
le monde d'après, le monde qu'ils vont vivre finalement, et donc d'aller plutôt vers une école de la réinvention. Alors j'ai lu aussi hier soir, j'ai relu les statuts du Synadic, et j'ai lu que en tout cas, la base de l'innovation pédagogique et éducative, c'était notamment une désobéissance qui a réussi. Et donc voilà, je vous invite aussi à être, je dirais aussi désobéissant pour innover également dans vos établissements. Et en tant que dirigeant, face à la tsunami numérique, c'est aussi de prendre la posture du surfeur, de surfer la vie finalement, de suivre le flot de l'inconnu, de suivre finalement les signaux faibles et de prendre cette posture de capturer cette énergie du changement, parce qu'on ne peut pas faire contre. Par contre, on peut justement utiliser cette énergie pour aller vers son cap, et que finalement un surfeur, ce n'est pas quelqu'un en équilibre, mais plutôt quelqu'un en déséquilibre contrôlé. Et donc c'est d'être justement dans cette surface instable, de pouvoir avancer dans ce monde en mutation. Le pari de la confiance en l'avenir, et ça c'est une des clés aussi, ce regard de bienveillance qu'on a par rapport aux enfants, mais aussi le pari de la confiance en l'avenir, le pari de la confiance en l'homme, le pari de l'optimisme également, et se dire aussi que relaxez-vous car rien n'est sous contrôle. Et ça aussi, ça c'est à l'entrée de Burning Man aux États-Unis, un grand festival dans le désert, mais c'est vrai que c'est vraiment difficile parce qu'on était dans un paradigme de contrôle, de maîtrise. On voulait avoir des reportings, on voulait tout contrôler. Maintenant, dans un monde chaotique et instable, on peut plus finalement raisonner comme ça. Et donc finalement, c'est aussi avoir ce lâcher prise. C'est la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes dans le vide, vous tombez, vous n'avez pas de parachute et rien pour vous raccrocher. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de sol finalement. C'est que c'est infini. Alors voilà, quelques cadeaux aussi avant de conclure. Ouais, je vais conclure. Des livres. Construire le modèle éducatif du 21e siècle. Un TEDx aussi. TEDx, c'est des vidéos très inspirantes où Margarida Romero, que je vous évoquais sur les compétences du 21e siècle, est intervenue au TEDx Dunkerque, donc vous pouvez retrouver sur YouTube. Et Alain Damasio sur le transhumanisme plutôt que le transhumanisme. Ça m'inspire beaucoup en termes de logique par rapport aux technologies numériques. Alors voilà, est-ce la fin de l'école ? Vaste question. Est-ce que les nouvelles générations ont encore besoin de nous ? Alors, est-ce la fin de l'école ? Je dirais aussi, est-ce la fin de l'entreprise ? Est-ce la fin de l'État ? Est-ce la fin de l'Église ? Etc., etc. Je dirais oui et non. C'est-à-dire, oui, c'est la fin d'une certaine école qui prépare au monde d'hier, finalement, ou une école renfermée sur elle-même. Et non, ce n'est pas la fin de l'école, parce que les nouvelles générations ont plus que besoin, je dirais, de nous, des pédagogues, pour justement accompagner et guider par rapport à ces nouvelles mutations. Alors, sous le haut patronage de Teilhard de Chardin, par rapport à cette complexité, Teilhard nous disait à mesure que le monde se complexifiera, il en conviendra d'élever son état de conscience, et finalement, je dirais que l'avenir appartient à ceux qui donnent aux jeunes générations les raisons d'espérer. Donc c'est vraiment ce pari de l'espérance, car il suffit d'oser. Merci en tout cas pour votre attention, et puis je reste la journée pour répondre à vos questions.